que les travaux reprennent rapidement. Merci. Allez-y, Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, la question, elle est très simple aussi, en termes de réponses que l'on peut donner, parce qu'encore une fois, nous sommes en train de rebâtir un système de santé qui a été abandonné pendant très, très longtemps. Si vous prenez la plupart des budgets de la santé qui ont été faits pendant des années, vous allez voir qu'en termes d'investissement, il n'y a quasiment rien. Le budget de la santé, c'est souvent le fonctionnement, c'est souvent les rémunérations. Mais si vous n'investissez pas, comment voulez-vous stabiliser les fonds qui peuvent permettre de construire? La plupart des cas, et je pense que c'est le cas aussi pour l'hôpital, c'est toujours la trésorerie. Le président de la République a décidé que chaque province doit avoir un hôpital de référence. Et nous avons, au-delà des hôpitaux provinciaux, nous avons les hôpitaux généraux au niveau de nos zones de santé. Et nous avons 526 zones de santé. C'est tout cela que nous sommes en train de reconstruire. En sachant que ces zones de santé, aujourd'hui, doivent même être multipliées parce que tout simplement, à cause du nombre de personnes qu'il y a maintenant dans les zones de santé, une division qui a été faite pendant très très longtemps, il y a très longtemps, qui n'est plus adaptée aujourd'hui. À côté de cette division, nous devons aussi tenir compte de la population qui a augmenté. Voilà que les hôpitaux de zones de santé doivent aussi être réfectionnés. C'est toujours la même question, le budget. Alors, ce qu'on fait, pourquoi est-ce que le chef de l'État, encore une fois, il faut voir un peu l'évolution des choses. Le chef de l'État n'a pas commencé aujourd'hui à dire on va faire des hôpitaux. Il a commencé d'abord par restructurer le système de santé. Par exemple, il a créé des établissements, on va dire, si vous prenez le ministère des Finances, il a des agences. Vous allez voir la DGDA, vous allez voir. Mais en santé, on n'avait pas d'agence, on n'avait aucun moyen d'investir en santé. Et c'est pour ça que le président de la République a créé des établissements en santé, notamment le fonds de promotion, pour deux raisons. La première, utiliser correctement l'argent de l'État, mais la deuxième, lever les fonds pour investir en santé. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et le fonds de promotion, c'est lui, par exemple, qui a disponibilisé les médicaments aujourd'hui pour la gratuité de la maternité ici. Nous avons des médicaments, comme je l'ai dit, déjà pour 3 mois, qui sont arrivés ici. Ce n'est pas des médicaments qui vont venir, qui sont arrivés ici, vous pouvez le voir si vous voulez. Et donc, l'idée, c'est d'investir correctement en santé. Souvent, et c'est ma dernière réponse à ça, la plupart de nos projets ne sont pas planifiés. On commence un projet parce qu'on a un fonds. Et puis, on se rend compte que le prix du ciment a augmenté. On se rend compte qu'il n'y a pas d'électricité. Je vous rappelle d'ailleurs que pour la Mouya, monsieur le ministre, nous avons dû, le ministère de la Santé a tiré le courant. Parce qu'il n'y avait pas encore de courant. C'est pour montrer comment les projets sont structurés chez nous. Souvent, les projets ne sont pas correctement structurés. C'est pour ça que le président de la République, à chaque conseil des ministres, il insiste sur les études de faisabilité. Nous ne faisons pas d'études de faisabilité et nous commençons. Après, on se rend compte effectivement que ça s'arrête. Et donc là, pour l'instant, nous sommes en train de travailler avec le fonds de promotion pour que les établissements soient financés, que les plans et les projets soient correctement financés avec des études de faisabilité, mais avec aussi une planification opérationnelle. Voilà, on va prendre les questions de Madame Rachel Kitita. Le ministre de Ressources hydrauliques et électricité va arriver. Et après lui, nous prendrons les directeurs généraux de la Régie des eaux. C'est avec eux que nous allons terminer cet exercice de redevabilité à partir de Mbujimaï, où il est quand même 1h du matin. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole, pour la parole. Mes questions au ministre de la Santé, mais également au gouverneur de province. Monsieur le ministre, sur base de quels critères est-ce que le ministère de la Santé ou le gouvernement équipe les hôpitaux? Vous parlez d'une mammographie qui vient d'être installée dans la province du Kasaï oriental. C'était sur base d'une demande. Est-ce que vous avez constaté un accroissement des femmes qui souffrent des cancers du sein, ou c'est juste pour prévenir? Aussi une autre question, toutes ces machines que vous installez, dernier cri,
bonne chose, mais qui doivent fonctionner avec des personnes qui doivent les manipuler. Est-ce que la compétence, les personnels qualifiés suivra la qualité du matériel, mais aussi ça demande de l'énergie électrique pour pouvoir fonctionner. Est-ce que vous avez pensé à supplier par exemple le manque d'énergie dans la province? Au gouverneur de province, combien d'investisseurs déjà sont venus ici dans la province du Kasaï oriental et précisément à Mbuji-Mayi? Vous parlez d'emploi à court terme, à moyen terme et à long terme, sur base de votre programme, le programme sur base duquel vous avez été élu gouverneur de province. Combien d'emplois comptez-vous créer d'ici à votre départ, puisque vous avez un mandat de 5 ans? Voilà, on commence par vous, monsieur le gouverneur. Merci, madame Rachel Kitita. Les investisseurs viennent chaque jour. Ceux qui expriment l'intention viennent chaque jour et nous leur lançons des invitations. Ils sont nombreux, mais quant aux réalisations, aucun d'eux n'a pas encore réalisé quelque chose de palpable. Nous attendons encore certains processus, peut-être qu'ils viendront avec le temps. Mais nous ne pouvons pas seulement compter sur ces investisseurs qui peuvent venir d'ailleurs. Je crois qu'il y a des structures qui sont là, qu'on a mis sur pied par le gouvernement, qui peuvent encourager, je crois même le chef de l'État en a fait allusion dans son meeting aujourd'hui. Nous devons pousser les jeunes à la création. Nous devons pousser les jeunes à créer des initiatives qui créent aussi de l'emploi et nous devons les accompagner. Nous ne pouvons pas seulement compter sur les investisseurs. Bien sûr, si je peux vous dire l'état des lettres auxquelles j'ai donné des invitations, vraiment, il y en a tellement que les investisseurs ne viennent pas. Parmi les investisseurs, il y en a qui viennent. Des sérieux sont là et ceux qui sont moins sérieux sont là. Nous ne pouvons parler d'un investisseur que quand il vient, il pose l'acte et c'est alors que nous pouvons compter sur lui. Et d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup d'investisseurs et le vocable investisseur nous fait souvent penser aux étrangers. Mais les Congolais peuvent être les premiers investisseurs au Congo. Le ministre tout à l'heure parlait de l'exemple du Congo central. On peut avoir des hommes d'affaires du Congo central qui viennent d'investir ici. Je me souviens qu'il y a quelques semaines en Conseil de ministres, le président de la République avait donné instruction que toutes les agences, notamment le FOGEC par exemple, puissent ouvrir des bureaux des représentations dans les provinces. Lorsque j'étais à Kananga, j'ai rencontré un jeune entrepreneur qui fabrique de la mayonnaise, qui cherchait justement des référents au niveau de la province pour voir comment le projet pourrait être accompagné. Souvenez-vous, dans ce que le président de la République a plus ou moins expliqué tout à l'heure, nous avons le premier engagement de 6 engagements, c'est l'emploi. Et lorsqu'on parle d'emploi, on parle principalement des jeunes, 60%. Et donc, il y a toute une stratégie au niveau du gouvernement, et c'est même pour ça que nous faisons, aux côtés du président de la République, cette itinérance, parce que très souvent, on pense que ça ne doit s'arrêter ou fonctionner qu'à Kinshasa. Nous, dans le cadre de l'action du gouvernement souminois, nous regardons le Congo dans sa globalité. Et puisque nous voulons donner aux jeunes des différentes opportunités, on veut s'assurer que les jeunes de Kinshasa, les jeunes de Kananga, les jeunes de Mbuji-Mayi ou les jeunes de Dilolo, de Kasumbalès ou de Bukavu ont tous la même opportunité partout. C'est cela la stratégie et je pense que c'est ce qui va donner des résultats. Mais ici, je crois aussi que progressivement, nous-mêmes, nous devons commencer à regarder notre pays comme un champ, entre guillemets, où nous pouvons nous tous venir investir. Et que lorsqu'on parle d'investissement, il faut qu'on arrête de penser que c'est forcément des étrangers qui doivent venir pour faire des affaires chez nous et peut-être pas nous-mêmes. Monsieur, vous dites, madame? Au sujet de la création d'emplois par le gouverneur à court, à long et à moyen terme. Bon, écoutez, le gouverneur, il a dit, hein, de toute évidence, l'emploi, c'est un super chantier. Dans un pays, bon, peut-être que lui-même dira, tout au moins s'il y a des prévisions qui sont préparées, chiffrées au niveau de son programme, il les dira. Mais pour ce qui nous concerne au niveau du gouvernement central, l'emploi, c'est la priorité numéro 1 qui vient dans le cas de 6 engagements du président de la République, avant même la sécurité, parce que c'est corrélé. Lorsque vous regardez les jeunes qui sont dans les groupes armés aujourd'hui dans l'Est, pour la plupart, ou même dans toutes les régions du pays, vous vous rendez compte, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas eu d'opportunité pour commencer à produire, à être utiles. Lorsqu'on parle de 38 000 km de routes et dessertes agricoles à construire, c'est des opportunités d'emploi parce qu'on aura besoin de la main-d'œuvre.
Monsieur le gouverneur, est-ce que vous avez un petit complément? Parce que madame pousse sa curiosité un peu plus loin pour savoir si vous avez des statistiques de combien d'emplois générerez-vous dans les mois qui viennent? Oui, je crois que une vision, un programme, un budget, nous projetons ce que nous pouvons faire à l'avenir et ce qui peut se réaliser. Je crois que pour être concret, je peux vous parler de 10 000 emplois par exemple, je vais au-delà de 20. Je vais vous parler de 10 000 emplois, je n'arrive pas avec les moyens que je peux disposer. Ce que vous devez retenir, c'est que dans tout ce que nous avons comme vision, c'est que nous pensons à créer beaucoup d'emplois dans la province du Kasaï oriental, avec tout ce que je vous dis. Si jamais j'ai de l'électricité dans cette province stable, nous allons créer des entreprises avec tous ces jeunes, avec les structures qui sont là. Le FOGEC transforme, c'est question de les pousser à pouvoir créer. Mais parce que vous parlez de l'électricité, on va prendre tout à l'heure le ministre des Ressources hydrauliques et électricité qui vient de nous rejoindre, qui pourra très rapidement répondre aux préoccupations qui sont dans le cas. Peut-être qu'il occupera les lutrins du gouverneur le temps qu'il apporte ses précisions. Monsieur le ministre de la Santé, pour les aspects des questions qui vous concernent. Merci beaucoup. Madame Kitissa a posé 3 questions. La première, c'est pourquoi j'ai fait le choix de mettre la mammographie ici. En tout cas, cette question, j'aurais pu la répondre pour aider le gouverneur aussi dans sa réponse. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, toute Congolaise où qu'elle soit, elle a droit à avoir une mammographie. Et quand il faut commencer, il faut commencer. Ça, c'est une réponse générique. Mais pourquoi j'ai fait le choix du Kasaï oriental? Pourquoi est-ce que nous commençons par là? Parce qu'il y a une vision derrière. Et je vais vous montrer la vision. Cette vision est liée à quelque chose à laquelle vous ne pensez pas, c'est à l'aéroport. Cet aéroport est situé en milieu central du pays. Notre stratégie en santé, c'est de produire, d'investir dans un équipement qu'on appelle le cyclotron. Vous savez, toutes les mamans qui ont besoin, ou tout le monde qui a besoin de la radiothérapie. On dit non, il a un cancer, il faut faire la radiothérapie. Pour faire la radiothérapie, on a besoin des substances que nous devons produire, sinon nous les importons. Et ces substances-là durent 4 heures quand on les a produites. Donc si on les produit au centre du pays, on peut les distribuer plus facilement partout. Et c'est pour soigner le cancer. Or, avec l'aéroport, nous pouvons maintenant distribuer, nous pouvons investir ici avec un cyclotron et distribuer. Donc c'est dans un projet global de développement d'un centre de cancer avec la production des isotopes grâce au cyclotron que nous sommes en train de monter la stratégie. Donc ce n'est pas juste une mammographie qu'on dépose comme ça. On n'a pas le temps d'aller en détail de tout ce qu'on est en train de faire, mais voilà la vision. La vision, c'est de dire, on va mettre un centre de cancer capable de répondre à nos besoins, sinon nous importons. Et quand nous importons, c'est plus cher. Et je vous assure que le cyclotron ne coûte pas très cher, il coûte 6 millions de dollars. Et si nous l'installons ici, eh bien on crée des emplois ici, c'est le deuxième aspect que je voulais montrer, on crée des emplois ici, on crée la technologie ici, et ça, c'est juste l'effort d'investissement, et je vous ai donné le coût. Si on met un cyclotron dans un ensemble global, ça ne nous coûtera pas plus de 6 millions. Et donc, pour développer le traitement du cancer, on a besoin effectivement de recruter, de savoir il y a combien de cancers. Et on a les chiffres. Le cancer dans notre pays, notamment le cancer du sein et le cancer du col chez la maman, c'est parmi les 2 premières causes de mortalité par cancer et ça explose. Et donc ça a du sens de mettre la mammographie ici. Mais l'idée c'est d'en mettre partout, des mammographes. Parce que ça doit permettre de diagnostiquer le cancer chez toutes les mamans. Mais ça c'est un travail qu'on fait progressivement. Ça c'était la première réponse. La deuxième question que vous avez posée, c'est est-ce qu'il y a des techniciens capables de prendre en charge le matériel que vous mettez? Comme je disais hier, quand nous avons visité le centre de diagnostic, pour le scanner, nous allons former les gens pendant 3 mois. Mais il fallait d'abord installer le scanner pour former les gens à utiliser ce scanner. Si vous dites on va d'abord former les gens et puis on va investir, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut former les gens et à la suite de la formation, ils utilisent le scanner. Et ça va nous prendre 3 mois pour avoir des techniciens capables d'utiliser le matériel que nous avons installé. Mais la radiographie, l'échographie, ça c'est des médecins spécialistes tout simplement, ou des médecins qui ont été entraînés qui peuvent le faire. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, peut-être que la question importante qui était derrière ça, c'est la maintenance. Est-ce que ça va durer?
Oui, si nous organisons, et c'est pour cela que c'est très important que les gestionnaires des hôpitaux soient des personnes capables de gérer ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on sous-utilise ou on laisse tomber les équipements qui sont très importants. La troisième question que vous avez posée, c'est est-ce qu'on a l'électricité, on a l'énergie pour ça? Je rappelle que j'ai dit que pour la Mouya, on a fait tirer. C'est pour ça d'ailleurs quand les gens demandaient mais pourquoi la Mouya n'a pas encore commencé? Parce qu'il y avait des choses qu'on préparait pour pouvoir répondre à ça, notamment l'électricité. On a fait tirer une ligne et je peux vous annoncer qu'on va faire tirer 2 autres lignes. Ça tombe très bien que mon collègue de l'énergie soit là parce que spécifiquement pour l'imagerie, nous avons besoin d'une ligne dédiée à ça. Et donc ça, je vais voir mon collègue pour pouvoir le faire. L'énergie qu'on a ici peut faire tourner les machines que nous avons ici. Oui, absolument. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé. C'était peut-être votre dernière intervention qui a été, il faut le dire, claire. Alors, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, il y a eu beaucoup de questions. Le gouverneur disait tout à l'heure qu'il y a un gros potentiel, mais il n'y a pas d'énergie. Nous savons qu'il y a plusieurs projets qui s'orientent dans l'objectif de répondre à ces besoins d'approvisionnement énergétique. Qu'est-ce qui est fait pour cette partie du pays, dans le Kasaï occidental? Vous nous avez expliqué ce qui s'est fait notamment pour Katende, pour Mbombo, en tout cas pour Katende avec ses financements innovants. Pour ce qui concerne cette région du Kasaï central, quels sont les projets en cours et quelles sont les stratégies mises en place pour arriver à répondre à ces besoins d'énergie dans la ville? Merci beaucoup, chers collègues, pour la parole et la question. Au fait, pour faire une synthèse de la situation énergétique dans le Kasaï oriental, on commencera par récapituler la situation de Tudi Tubidi. Parce que c'est bientôt une année que nous avions 3 MW qui viennent de cette centrale. Et ça a permis quand même à pouvoir changer les conditions de vie d'une partie de la population parce que nous sommes partis de 700 abonnés à 1600 abonnés aujourd'hui sur la ville. On est parti aussi des 0 à pratiquement 6 abonnés moyenne tension. C'est les dirait-on. Mais du fait de le faire en une année, de doubler le potentiel, nous regardons la croissance. Parce que c'est la croissance qui est plus importante. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des projets qui sont en corrélation dans la grande région. Il s'agit notamment de la centrale, la relance de la centrale de Katende qui a l'impact sur la grande zone Kasaï. C'est comme nous avions dit, c'est qu'en bout de course, ça sera pratiquement 24 MW qui seront desservis pour le Kasaï oriental avec 24 000 abonnés. Dans 2 ans. Pratiquement 24 mois après le lancement. Ça, c'est un fait. Mais aussi, il faut signifier que nous allons lancer un projet potentiel avec les partenaires techniques et financiers qu'on appelle le fonds Agré, qui va prendre dans la zone Kasaï. Ça veut dire qu'il y aura aussi les territoires intégrés de pratiquement 64 MW également. Et dans ces 64 MW, il y a pratiquement 30 MW de solaire qui sera repris aussi dans tous les territoires dans la zone Kasaï orientale. Donc ça, c'est du point de vue projets qui sont en cours et en bout de discussion dont nous allons passer à la phase opérationnelle. Notamment pour Katende, je pense que les engagements ont été faits. C'est-à-dire que même le FOMIN vient de poser le premier pas. C'est-à-dire que tel qu'avait été prévu au Conseil des ministres, que dans les 48 heures, il y aura une mise à disposition sur le Trésor. Je pense que c'est une information importante que l'on dise que... Non, 100 millions de dollars. Affectés. Affectés sur un coût global de... Le coût global, nous serons un peu plus tout autour de 250 pour reprendre tout le projet. Tout à fait. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que nous avons une mise à disposition de pratiquement 45%. Mais aussi la mobilisation, je ne veux pas rentrer trop là-dedans parce que c'est une matière de finance, mais qui prouve que très bientôt nous allons lancer les opérations. Voilà, merci beaucoup. Peut-être qu'on vous retiendra pour l'une ou l'autre question, mais parce que nous sommes dans votre secteur et exceptionnellement, nous avons encore le directeur général de la Régie des eaux, nous avons évidemment le ministre qui chapeaute un peu tout ce que vous faites, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire techniquement de ce qui a été fait récemment dans cette ville de Mbujimaï pour couvrir tous les besoins en eau? Nous savons que nous étions à Kananga hier et qu'il y a en tout cas le plus grand projet dans la région qui sera lancé incessamment de ce côté-là. Mais ici, qu'est-ce qui a été fait? Excellence, Monsieur le ministre, merci pour l'opportunité. Je voudrais clarifier pour la population du Kasaï oriental
que la situation de la desserte en eau potable dans la ville de Mbuji-Mayi particulièrement s'améliore. Je crois que ceux qui vivent dans la ville peuvent le témoigner aujourd'hui. Les bidons jaunes qui circulaient ça et là ont quasiment disparu. Il y a encore des coins de la ville où la desserte n'est pas très bonne. Mais je voudrais dire qu'il y a un très grand travail qui a été fait ici sous l'impulsion du chef de l'État. Un projet qui va à la fin coûter près de 100 millions de dollars. Nous avons exécuté déjà le premier lot et le deuxième lot qui sont à la fin. Le premier lot est totalement terminé. Le premier lot, nous avons construit 2 réservoirs à Bakwakapanga. Tout le monde peut les voir, ils sont à 13 mètres d'élévation. Nous avons réhabilité le captage à Lukelenge. Nous avons refait toutes les machines qui sont à Lukelenge. Dans le premier lot, nous avons fait 184 km de tuyaux enterrés déjà dans la ville. Dans le deuxième lot, nous avons fait 167 km de tuyaux déjà enterrés dans la ville. Donc au total, on a fait plus de 340 km de tuyaux de distribution d'eau dans la ville de Mbuji-Mayi. Nous avons fait également 2 nouveaux réservoirs pas très loin d'ici, à Maréchal, pas très loin de la résidence du gouverneur. Nous avons également d'autres réservoirs. La résidence du gouverneur, c'est où nous sommes? Bien sûr, nous sommes pas très loin d'ici. On peut les voir également. Il y a d'autres réservoirs qui sont également construits sur la ville. Ça, c'est le lot 2. Le lot 2 n'est pas encore arrivé à la fin parce qu'il y a près de 1800 mètres de tuyauterie que nous attendons. Les conteneurs ont connu un retard. Comme vous le savez, nous acheminons tout par la voie ferrée en venant de Lubumbashi jusqu'à Mweneditu et de Mweneditu nous faisons la route. Et cette voie ferrée nous pose quand même beaucoup de problèmes de logistique. Les démarches sont en cours aujourd'hui avec nos partenaires qui ont loué un train spécial pour amener du matériel jusqu'à Mweneditu. Et quand ce matériel sera arrivé, le lot 2 sera totalement terminé. Tous ceux qui sont dans Dibindi, dans Kanchi, etc., dans d'autres communes de la ville, les problèmes d'eau seront totalement terminés. Mais il y a également le lot 3 qui va concerner les communes annexes. À la fin de la journée, nous passons à une desserte en eau potable qui était à moins de 5000 m3 par jour pour aller au-delà de 48 000 m3 par jour. Et comme vous le savez, sans énergie, il n'y a pas de l'eau. Et c'est le cas à Kananga, comme vous l'avez d'ailleurs observé, monsieur le ministre. Sans énergie, il n'y a pas de l'eau. Et nous, à la Régie des eaux, nous voulons, pour certaines villes, avoir une certaine autonomie dans l'énergie. Pour la ville de Mbuji-Mayi, nous allons mettre une centrale photovoltaïque de 10 MW qui appartient à la Régie des eaux. Cette centrale est aujourd'hui déjà conçue. Nous sommes dans les dernières lignes pour sélectionner le prestataire et bien sûr avec le partenaire au développement avec qui nous travaillons. Mais ce n'est pas fini parce que la demande est encore grande dans la ville. Alors, et nous continuons à le faire. Mais je voudrais dire à nos compatriotes qui sont à Kananga que ce que nous avons fait ici, ça a pris du temps pour qu'on y arrive. C'est exactement la même démarche dans laquelle nous sommes pour ceux qui sont à Kananga. Vous savez, j'ai annoncé à Kananga que nous allons également mettre un peu plus de 100 millions de dollars américains sur la ville pour le secteur de l'eau, aussi avec une autoproduction d'énergie de près de 8,4 MW. La construction va commencer en 2025. Tous ces projets prennent un peu de temps parce qu'il faut étudier, il faut sélectionner les prestataires, il faut sélectionner les maisons d'ingénierie, il faut mobiliser les fonds. Mais on y est presque. Un travail de titan qui a été fait ici sur le leadership du chef de l'État. Voilà, vous aviez parlé des demandes. Il y a une demande de questions, mais on va prendre 2 questions ou au maximum 3 pour terminer. On les prendra en série. On prendra la question de M. Robert Ndaye, la question de M. Emani Chilumbu, bon, les questions en lingala, je ne suis pas sûr que ce soit le cadre, et les questions de M. Edmond Izuba. J'espère que le gouverneur est encore là, il pourra dire le mot de la fin tout à l'heure lorsque nous en aurons fini avec le ministre de Ressources hydrauliques et électricité. S'il vous plaît, les journalistes qui ont été sélectionnés pour vos questions. Merci, Excellence. On va les prendre, hein, si vous pouvez noter, s'il vous plaît. Ça tombe bien que le ministre des Ressources hydrauliques soit là. Le chef de l'État a annoncé tout à l'heure la mise à disposition de 50 millions de dollars pour la relance de l'AMIBA. On ne peut pas non plus relancer l'AMIBA sans l'électricité. Il y a des problèmes à Tchala parce que les turbines sont pratiquement obsolètes. Est-ce qu'au niveau du ministère des Ressources hydrauliques, vous avez pris des dispositions pour que soit remplacer ces turbines ou bien essayer de réparer, parce que si l'argent vient, il faudra que la production puisse suivre.
Je vais m'adresser au directeur de la Régie des eaux. Ce qui est vrai est que chaque fois que nous venons en Mbuji-Mayi, lorsque le cortège présidentiel passe, il y avait toujours une chanson, Zembu et puis Maï. Curieusement, aujourd'hui, on n'a pas entendu, même dans les interventions de la population, on n'a pas entendu cette réaction. Quelles sont les recettes miracles que vous allez utiliser pour pérenniser cette situation jusqu'à la fin et finalement mettre fin au problème de décès en eau potable dans la ville? Ok, les prochaines questions. Rapidement, s'il vous plaît. Bonsoir, Excellence. Voilà, question à Liboso, na DG Régie des eaux. Tungi toyeba politique nini outil en place pour na bana Kassai oriental nyonso bazwa mai. Parce que awa depuis toye problème sérieux ezali mai. Ndenge confrère Utsolo ba awa biso tongi o expliquer biso au détail biso ngo ndenge nini ko sala pour que problème ya mai ici là parce que ezali pe na kati ya ba projet chef de l'État. La ministre de la Communication Patrick Mouyaya question ezali kaka ya koyeba lelo makambo etali oyo tolobela mingi salubrité médiatique stratégie nini ezali en place pour awa na Mbuji-Mayi tomondi ba média ezali ebele. Deuxième question, la ministre de la Communication, il y a eu des Mbuji-Mayi bakoki ozela pe bakota na monde ya TNT parce que déjà na Kinshasa ezali. Awa mingi télévision zakaka ya mindele oyo toyebi ba Canal Plus banini. Donc question ya TNT nde bana Mbuji-Mayi bazolela makasi. Merci. Merci. Dernière, Izuba. Merci beaucoup de la parole. Moi, ma question sera adressée au gouverneur. Et j'avais aussi une autre question pour le ministre de la Santé qui vient de partir. Il n'y a pas de problème, c'est déjà mort cette question. Mais pour ce qui concerne le gouverneur, vous êtes Pourquoi élu... n'attendez-vous pas qu'il revienne? Comme ça, il pourra mieux répondre en ce moment-là. Pardon? Pourquoi n'attendez-vous pas qu'il revienne? Parce qu'il reviendra tout à l'heure. Parce que vous avez sélectionné à 3. Exceptionnellement, on prendra cette question. Oui, il est en train de noter. Il peut prendre note, je style. Vous ne voulez pas revenir? C'est mieux, comme ça, il pourra mieux répondre à la question. Je me tourne de votre côté, monsieur le ministre de l'Énergie. Alors, sur la question de la relance de la Namiba, et ainsi que la fourniture d'électricité, c'est une question très fondamentale sur laquelle il y a eu des réflexions qui ont été faites. Déjà de notre ministère, en échange avec le portefeuille aussi, c'est qu'aujourd'hui, relancer les activités d'une entreprise minière, ça passe aussi par la qualité de la desserte en électricité. Mais aujourd'hui, nous avons fait un bilan énergétique sur l'Amiba, qui est autour de 800 kW. Et il y a un concessionnaire qui est porteur de la concession d'exploitation de la centrale, qui va produire de l'électricité et qui va doter à l'Amiba 2 MW. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sera dans la possibilité de découvrir le 800 kW actuel, mais aussi de garantir le plan de développement de l'Amiba. Mais nous sommes en train de structurer pour que l'exploitant ou l'opérateur puisse remettre en service les équipements et permettre à ce qu'il y ait de l'électricité desservie à l'Amiba. C'est-à-dire que dans ce plan des relances, du point de vue ressources hydrauliques, électricité, nous avions eu des réunions là-dessus avec les différentes parties pour que nous puissions couvrir ce plan de développement-là. Donc c'est intégré. Et nous sommes en train de l'activer. Nous sommes en phase de clôture des confirmations des titres parce qu'il s'agit des régimes juridiques qui sont octroyés à l'exploitant. Et je pense que très incessamment, la question sera clôturée et on va passer à la phase opérationnelle. Mais pour dire que contractuellement, c'est déjà prévu. Nous avons déjà garanti 2 MW qui couvrent le plan de développement pour la relance. Très bien. Donc, nous pouvons considérer que sur les questions énergétiques, les besoins de la province du Kassai oriental sont connus et que les stratégies sont mises en place et que dans un horizon de 2 ans, notamment avec la centrale de Katende, on pourra régler un gros problème en matière de desserte en électricité. Pratiquement. On peut le dire ainsi parce qu'aujourd'hui, comme on a dit, avec Katende, nous allons reprendre 24 000 abonnés.
24 000 abonnés avec le 24 MW que l'on va desservir. Nous sommes aujourd'hui tout autour d'un besoin de 22 MW. C'est-à-dire que notre pari, et je pense que lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, c'est-à-dire qu'à l'échelle de 24 à 36 mois, quand nous aurons mis en service les 24 MW, ça signifiera que nous aurons 120% de couverture. C'est-à-dire nous serons au-delà des besoins. Ça veut dire que nous serons dans une situation où nous allons appeler l'investissement. Mais aussi, la bonne résolution, c'est que les fonds de contrepartie de Exim Bank of India, nous allons faire une ligne de liaison entre le Kasaï et le Grand Katanga. C'est-à-dire il y aura une ligne qui partira de Mbuji-Mayi, Mweneditu et qui va piquer vers Kolwezi. C'est-à-dire nous allons créer une interconnexion entre les secteurs d'électricité du Grand Katanga et du Grand Kasaï, qui sera une révolution de notre secteur et qui va permettre de garantir le développement dans ces zones super minières. Mais bon, Monsieur le Ministre, pour terminer, 24 000 abonnés pour 24 MW, c'est quand même dérisoire, 24 000. Non, pour l'instant, vous savez que l'électricité, c'est une activité industrialisante et un levier de développement. Il faut commencer par quelque chose, c'est pratiquement notre premier pouce. Il faudra d'abord répondre aux besoins imminents avant d'inciter le changement. Et le changement va faire en sorte que les nouveaux projets soient couverts par ce qui sera donné. Voilà, merci beaucoup Monsieur le Ministre de votre disponibilité parce que je sais qu'il se faisait un peu tard, mais merci aussi de ces éléments, des précisions qui sont claires par rapport aux besoins spécifiés et des réponses qui sont données au niveau du gouvernement. Merci, en tout cas on va vous souhaiter une très bonne soirée. Je me tourne du côté de la Régie des eaux pour les questions qui vous concernaient. Merci encore, Excellence Monsieur le Ministre. La question est de savoir comment on va pérenniser parce que déjà aujourd'hui, les gens pouvaient encore parler de la route et de l'énergie, mais il n'y a pas eu des cris ou des chants pour la demande de l'eau. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas le besoin. Il y a encore le besoin dans la ville, mais c'est tout simplement un témoignage que la situation s'est sensiblement améliorée à Mbuji-Mayi. Et comment pérenniser? Mais c'est comme toute infrastructure, il faut mettre de l'argent à côté pour amortir correctement. Parce qu'il y a une dépréciation de l'infrastructure au fil des années. Donc il faudra que chacun paye sa consommation. Et je l'ai dit à Kinshasa, je le dis encore ici à Mbuji-Mayi, la culture de consommer sans payer, ça tue les investissements. Ça décourage même. Combien d'abonnés il y a à Mbuji-Mayi? À Mbuji-Mayi, nous avons aujourd'hui 2000 bornes fontaines, parce que comme il s'est passé beaucoup de temps, nos compatriotes n'avaient pas accès à l'eau. Les bornes fontaines, c'était le moyen le plus facile pour donner à un grand nombre beaucoup plus facilement. Nous avons près de 3600 abonnés actifs en privé sur un potentiel historique de près de 24 000. Donc on est en train d'aller progressivement en les récupérant un à un. Mais la majorité des abonnés aujourd'hui sont desservis en bornes fontaines. On a près de 2000 bornes fontaines sur la ville. Nous avons du matériel localement déjà pour faire au moins 6000 raccordements individuels dans chaque parcelle. Et donc on va continuer à acheter ce matériel pour continuer à raccorder les personnes individuellement. Mais mon appel, chacun doit payer. Ici à Mbuji-Mayi, tout le monde payera également en ligne, comme on le fait au Katanga, à Kinshasa, au Nord Kivu, au Sud Kivu, dans le Congo central. Dès le mois de janvier, chacun peut payer en ligne. D'ailleurs, si vous allez dans nos agences, vous pouvez payer vos factures par les TPE. On a tout digitalisé à la Régie des eaux, y compris ici dans le Kasaï oriental, comme on va le faire également aussi dans le Kasaï occidental. Et pour terminer, la dernière question qui a été posée en Lingala, Tokosala nini po mwana nyonso ya Kasaï oriental à Zomai. Si vous pouvez répondre en Chiluba, ce serait plus intéressant. Toi, c'est que la wabu ni mukalenga ministre wa ba kamuna kamba tukune ku Kasaï bwa mwana yonso wa mwena Kasaï kufeta mai bidibi kengela lufetu. Bwa lufetu kaluiku kakwena makuta akusumba milonda, kakwena makuta akuibaka, kakwena makuta akwenza na umujimu. Kibwaluka itujitulomba muntu yonso futa facture weba wa mai bwa tufete lufetu lwa kunenzela mujimu. Kuno mai chana na kuyufuta uji ushifa jitunga. Tuji banu longo lwela bionsebi anuni makuta. Kakui makuta kakwena mujimu. Kakui makuta kakwena mai. Uno mai kuyufuta uji ushifa jitunga. Toi c'est que je l'ai ministre. Merci. Edmond Izouba, rapidement pour votre petite question pour le gouverneur et nous allons conclure. Justement. Monsieur le gouverneur, je disais donc tout à l'heure que vous avez été élu sur base d'un programme. Le province du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental
apparemment, vous vous considérez comme de provinces martyrs, sinistres, ou vous estimez que tout doit venir du gouvernement central. Et directement, vous vous transformez à des simples observateurs où vous voyez le gouvernement central en train d'exécuter des chantiers. Ma question est celle de savoir, depuis que vous êtes là comme gouverneur, quel projet d'infrastructure avez-vous initié déjà qui cadre avec votre programme, parce que vous avez été élu sur base d'un programme, qui cadre avec votre programme des 5 ans? Merci. Monsieur le gouverneur. Merci, Monsieur Edmond Izouba, pour la question. Je crois que quand j'ai dit que la province de Kasaï oriental, où vous faites allusion à l'espace Grand Kasaï, que nous n'avons rien bénéficié dans les régimes passés, parce que nous avions un homme qui était indexé, on ne pouvait rien faire. Je vous ai dit aussi que nous n'avons pas croisé les bras. Je n'ai pas dit que nous sommes restés pour ne rien faire. Maintenant, là, si on est un peu nos marchés ici à Mbuji-Mayi, pendant cette période qu'on a toujours appelée en français vache maigre, ou Kaswabanga, en Chiluba, il y a stabilité des prix des denrées de première nécessité, notamment le maïs. Ce sont nos initiatives, nous n'attendons rien de Kinshasa. Je crois avoir dit que nous avions déjà initié des travaux sur les routes secondaires. Je n'ai que 5-6 mois bientôt. Je vous dis, il y a des travaux qui sont en train d'être faits d'assainissement et tout est en train d'être fait sur l'avenue Kabayabal. C'est un exemple, papa. Dans peu de temps, j'ai réalisé cela. Et je vous ai dit aussi que nous n'allons pas seulement compter sur Kinshasa, nous avons mis sur pied une cellule de digitalisation pour pouvoir canaliser nos recettes. Qu'elles soient maigres, nous allons les utiliser à bon escient pour pouvoir monter des projets d'intérêt local. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour la clarté de votre poste, Monsieur le gouverneur. On va terminer évidemment cet exercice qui faisait un focus sur la province que vous dirigez, parce que le président de la République est de passage. Demain, il y aura Conseil de ministres. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement aux compatriotes qui sont sous votre juridiction à l'occasion de ce passage du président de la République et de tous les gouvernements dans vos murs? Oui, Monsieur le ministre, merci d'abord. Je vous remercie sincèrement pour avoir organisé ce briefing avec les amis de la RTNC. Contrairement à ce qu'ils ont fait à Bonzola, quand j'ai essayé de visualiser les images, le gouverneur était totalement effacé. C'était le président de la République. Tout ce qu'il a fait. Non, je dis c'est bien. Apparemment, c'est comme si, bien sûr, nous avions un acteur et non des marques, le président de la République, mais au moins, il y a quelqu'un qui l'a accueilli et qui l'a introduit. Je n'ai rien vu de ce côté-là. Alors, je disais que le président de la République, il a marqué la différence avec tous ses prédécesseurs au Kasaï oriental. Et aujourd'hui, j'ai demandé à toute la population de lui faire encore confiance. Non seulement ils vont faire confiance au chef de l'État, aussi à moi-même qui suis leur serviteur comme gouverneur de province. Parce que je me suis donné corps et âme, je ne cesse de le dire que je serai leur serviteur et je le serai toujours. Donc, pour le moment, je ne peux que vous dire sincèrement merci. Et à tous les amis journalistes qui ont fait ce déplacement, je vois assez nombreux. C'est un exercice démocratique qui voudrait que chaque fois que vous avez une province, que les gens soient éclairés sur certaines choses. En tout cas, c'est une bonne chose. Merci. Merci, Monsieur le gouverneur, d'avoir apporté votre part d'éclairage. On ne va pas faire un débat avec nos amis de la télévision nationale, mais nous avons justement organisé ces briefings pour vous donner la parole, parce que c'est vous qui accueillez le président de la République au-delà du meeting, les problématiques qui seront notamment soumises à la table du président de la République, mais aussi l'intérêt pour les Congolais d'autres provinces de savoir comment se portent les Congolais, comment les choses évoluent de la province sous votre juridiction. En tout cas, merci d'avoir participé à cet exercice de redevabilité. Merci, mesdames et messieurs de la presse du Kasaï oriental et de Kinshasa qui ont fait les déplacements.
Aux questions sur la TNT, la salubrité médiatique, nous y répondrons. Nous avons déjà commencé à travailler sur la TNT. Il y aura un appel d'offres qui sera lancé bientôt pour finir les déploiements dans les différentes stations provinciales. Dans les cadres justement de la salubrité médiatique, il y a un travail de démembrement de médias qui a commencé et nous allons nous assurer qu'avant de quitter Mbuji-Mayi, nous avons un groupe de travail parce que nous avons constaté, notamment avec ce qui s'est passé à Kananga, que tout ce que le gouvernement fait, tout ce que le gouvernement